épisode du podcast Tendance et Histoire, NH Soccer, bien sûr. Aujourd'hui, on est vraiment chanceux, encore une fois de plus, de recevoir ici chez nous nul autre que le bon et le meilleur préparateur physique dans la grande région de Québec, Pablo Feitosa. Donc, Pablo qui est préparateur physique pour le Rouge et Or, soccer féminin et masculin, et également préparateur physique du club de soccer Québec des Rivières, très bon club dans la région. Donc Pablo, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Et vraiment content de te revoir, même si je te vois assez souvent, donc, mais dans un autre contexte. Merci Pablo d'être là. Merci beaucoup Nabil. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour raconter des histoires et félicitations déjà pour ton podcast. Et c'est ça, je suis très content d'être ici. Merci Pablo. Donc Pablo, comme avec chaque invité, une question de départ. Donc parlons un peu de toi. Pablo qui est bien sûr, on va le rappeler, originaire du Brésil, le pays du football. Donc qui ne connaît pas le Brésil et son soccer très attrayant, avec des joueurs de qualité incroyable. Donc Pablo, déjà parle-nous de toi un peu, ton cursus, ta jeunesse, comment t'es arrivé à Québec, etc. Allez, on t'écoute Pablo. C'est parfait. Donc, là, je suis arrivé au Québec en 2011. À cette époque-là, j'avais 35 ans déjà. Mm-hmm. Donc, j'ai fini mes études au Brésil en éducation physique. J'ai un bac en éducation physique. Donc, je travaillais là-bas pas vraiment dans le domaine du soccer, mais plutôt du futsal. OK. Et je travaillais aussi dans un gym avec les adultes, des fois les personnes âgées aussi pour une mise en forme. Okay. Mais j'avais aussi à côté quelques athlètes de soccer où je faisais un petit peu de préparation physique déjà. OK. Et ensuite, après avoir fini mon bac, j'ai décidé de faire un an de plus à l'université pour avoir un diplôme d'études spécialisées en entraînement sportif. Et tout de suite après, je suis arrivé ici au Québec avec ma famille. Ta famille, OK. Qu'on salue au passage. OK, donc ton arrivée à Québec, je vais dire, là, dans la ville de Québec, comment ça s'est fait, là? Est-ce que tu es arrivé déjà, est-ce qu'en plein été, hiver, automne? Parce que des fois, la saison d'arriver peut avoir une incidence. Arriver ici à l'hiver, c'est tough, hein, à cause de... Le climat, c'est pas le même. Je viens d'une région du Brésil où il fait chaud tout le temps au bord de la mer. À l'hiver, il fait 23 degrés. Donc, on a bien planifié notre arrivée ici. Donc, on est arrivé au mois de juillet. Donc, comme un immigrant ordinaire, on arrive ici, on n'a pas d'emploi, il faut chercher un appartement. Mm-hmm. Et j'ai eu la chance de connaître Laval-Moreau. Ouais. Qu'on salue au passage, Laval. Exactement. J'ai cherché un appartement et c'était Louis, les gestionnaires du bloc d'appartements. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que je travaille pour Phoenix des Rivières. Il t'a recruté quasiment. Exactement. Il y avait Carlos Garcia qui était les DG à l'époque. Mm-hmm. Un autre Brésilien. Donc, un autre Brésilien. Donc, c'est comme ça que tout est parti. Okay. Excellent. Donc, à partir de là, donc, c'est ça, des fois, la coïncidence, on a une chance, donc on rencontre une personne qui nous parle un peu de ses activités en parallèle de sa job de tous les jours. Donc là, un premier contact qui est établi avec Laval. Et donc, ton premier rôle au club de Phoenix, c'était quoi exactement, Pablo? Est-ce que c'était directement la préparation physique ou... Non, pas vraiment. J'ai fait 3 mois comme bénévole et en même temps, j'essayais en train de voir la réalité un peu. Oui, c'est ça. J'essayais de faire un petit peu de préparation physique
montrer au DT à l'époque que c'était Jean-Michel Collin. C'est quoi les genres? Au passage aussi. C'est quoi les genres de travail que je faisais. Et vu qu'il n'y avait pas vraiment de préparateur physique au club, ça a comme bien fité. Donc l'année d'après, ils ont décidé de m'engager, mais à temps partiel. Donc en même temps, je faisais ma journée de travail au Cosmos, les restos sur les boulevards Laurier. Dommage, et des soirs, je partais au club pour faire un petit peu de préparation physique. Et je coachais en même temps une équipe U14. Donc, c'est ça. Excellent. Ma première expérience au club, ça a été ça. Ok, excellent. Est-ce que, justement, quand tu es arrivé, tu as posé tes valises à Québec, tu commences à faire un peu de bénévolat pour en même temps faire tes preuves, puis essayer d'attirer aussi la convoitise du club, des gens, des responsables. Qu'est-ce qui a attiré un peu ton attention au soccer québécois ici dans la région, comparativement à ce que tu as déjà connu au Brésil, puis du foot, du soccer à l'année longue? Est-ce que tu as été choqué un peu? Est-ce que tu t'es dit, OK, c'est différent? Est-ce que tu as pu t'adapter? Chose que beaucoup de personnes comme passent à côté des fois, s'adapter à la nouvelle réalité au lieu d'essayer de faire changer les choses et la culture. Comment toi, tu as perçu ça, Pablo? Mais déjà, toute l'infrastructure ici, c'est beaucoup plus, je vais dire, raffiné qu'au Brésil. Plus développé. Donc, il y a plus développé, exactement. Il y a des bons terrains synthétiques. Au Brésil, au moins dans ma région, que c'est pas la région la plus riche du Brésil. Donc, c'est très loin de Rio, São Paulo. Les terrains là-bas, c'est des terres battues. Oh, ouais. Donc, au niveau des infrastructures, ici, c'est très bon. C'est top. Et une autre chose que j'ai remarqué aussi, c'était la qualité des coachs. Peut-être qu'au sud du Brésil, dans les grands centres, où c'est sûr qu'il y a des bons coachs, mais dans ma région, il n'y avait pas vraiment des coachs avec une bonne formation, on dirait. Et ici, j'ai été surpris de la qualité. De la formation. De la formation, oui, c'est ça. Excellent, parfait. Après, donc, tu es devenu, tu m'avais dit tout à l'heure, bénévolat, après temps partiel. Et à partir de quel moment le club s'était dit, OK, ce gars-là, il faut vraiment le garder puis lui offrir un temps plein? Et est-ce que c'était sous l'ère Jean-Michel toujours? C'était quoi tes tâches au début? Est-ce qu'il y avait une concentration de soccer en parallèle avec qui tu bossais? Ou c'était juste... Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce passage un peu du temps partiel au temps plein? Puis comment tu t'organisais? Parce que je sais, comme t'es un bon ami, donc je sais que tu as une famille, puis pour nous, la famille, c'est important. Donc, comment tu t'organisais par rapport à la job de ta femme et tout? Est-ce que tu n'as pas connu un peu des difficultés par rapport à tout ça? Raconte-nous un peu ça, Pablo. En fait, la transition, temps partiel à temps plein, ça a été 2 ans après, 2014 en fait, que le club a vraiment vu qu'il y avait un besoin et que je pourrais toucher plusieurs équipes, d'autres équipes en fait, et faire un peu de préparation physique pour faire développer les jeunes. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé. Et là, par rapport à la famille, j'ai la chance d'avoir une femme qui me soutient en tout temps. Okay. Donc, c'est sûr que des fois, c'est difficile les soirées de ne pas être à la maison avec les enfants. J'ai un garçon de 8 ans, donc ça demande beaucoup. C'est exigeant. Mais je te dirais que ça a été quand même pas si pire. Pas si pire. OK, excellent. Donc là, on est passé à temps plein à Phoenix. Et c'est quand même quelque chose de très, très spécial que le club de Phoenix de Québec des Rivières a fait. Quasiment le seul préparateur physique à temps plein dans un club.
dans une association de soccer dans la région et voire peut-être même dans la province. Et on n'a pas beaucoup qui ont ce statut-là. Après, quel était ton plus grand défi au fil du temps? Parce que je sais qu'après, il y avait eu des équipes senior 3A. Donc c'est là, je me rappelle, comme aujourd'hui, tu étais plus impliqué. Donc c'était quoi les défis à l'intérieur du club? Maintenant que tu prenais en charge les clubs, les équipes, c'était quoi le plus grand défi que tu avais à ce moment-là, au sein du club? À ce moment-là, un des grands défis que j'avais, c'était par rapport aux charges de travail. Vu il y avait des jeunes, mais il y a encore des jeunes qui vont à l'école, ils font du soccer des jours et le soir, ils sont au club pour faire une autre activité de soccer. Donc, à un moment donné, ça devient trop chargé. Trop chargé. Et c'est là qu'il faut bien jouer avec les charges. Hein. Ton rôle est là à ce moment-là. Ouais. Exactement. Donc, je parlais au coach, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on va enlever une séance ou pas? Donc, il faut toujours s'ajuster par rapport à ça. Je te dirais que même aujourd'hui, c'est le gros défi parce que surtout de côté mental, quand les jeunes arrivent au club le soir, on voit qu'ils sont fatigués un peu. Fatigués, le niveau de concentration, c'est pas le même et il faut prendre ça en considération. Il faut vraiment faire attention à ça. Excellent. Parfait. Puis, je me rappelle, si ma mémoire est bonne, avec notre ami Adrien, tu as été souvent présent dans la préparation physique de ces équipes, lui qui coachait le senior 3, garçons et filles. Exactement. Donc, comment ça a été cette étape de ta carrière? Parce que je pense que, après on en parlera après ce qui va venir par la suite dans ta carrière, ça a été quand même un tournant, un passage très important pour toi, parce que ça t'a ouvert la porte vers d'autres horizons que maintenant tu explores très bien. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes expériences avec notre ami Adrien, qui est actuellement en Suisse? Donc, probablement, on va l'inviter prochainement. Donc, Ah oui, bien sûr, bien sûr. Adrien, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir de travailler avec. Et la façon qu'on travaillait, on s'organisait pour que ma partie sur le terrain soit pour que le travail que je fais soit une relation, en lien avec le travail qu'il allait faire après. Comme, par exemple, si c'était une journée de force, je proposais une activité pour faire émerger quelques aspects de la force. Oui. Et ensuite, Adrien, il faisait la même chose. Okay. Tu comprends? Et avec les seniors, le fun, c'est que je peux être exigeant. Je peux faire des choses avec les seniors que je ne peux pas faire avec les plus jeunes. Donc, au niveau de l'exigence, au niveau de l'implication des joueurs aussi, parce qu'on s'entend qu'à ce niveau-là, tout le monde travaille. Soit ils sont aux études, soit ils sont à l'université, soit ils travaillent le matin. Donc, à soir, il faut faire attention. S'ils sont là, c'est parce qu'ils veulent s'entraîner. Exactement. Donc, exactement. Après le passage avec l'équipe l'équipe élite 3A senior, garçons et filles, là, bien, tu es passé vraiment à un autre niveau. Et à ce moment-là, honnêtement, tu commences à, comme on dit en bon français, sortir la tête de l'eau. Là, tu rejoins la cerise sur le gâteau, donc le club de soccer du Rouge et Or. Parle-nous un peu de ton implication. Je sais que, sachant que je suis présent aux séances, tu es une personne qui est très appréciée par les athlètes, que ce soit les filles ou les garçons. Donc, comment tu vis ton quotidien aux séances d'entraînement et aux matchs du Rouge et Or?
Et encore une fois, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu cette transition entre un niveau élite et un niveau supérieur, qui est le réseau universitaire. Donc, vas-y Pablo avec ça, là. Donc, raconte-nous un peu ce nouveau passage, ce nouveau défi. Moi, je te dirais que plus ça monte, là je parle du niveau, plus ça me fait plaisir, plus c'est plaisant pour moi. Donc, quand je suis arrivé au Rouge et Or, j'étais vraiment content parce que je savais que dans ces clubs-là, il y avait, entre guillemets, les meilleurs athlètes de la région. Il y a les moyens aussi. Exactement. Et là, tout le monde a accepté ma façon de travailler, ma philosophie. Même aujourd'hui, après, ça c'est ma troisième année déjà. Donc, les gens, ils connaissent déjà la façon que je travaille. Et honnêtement, je suis très, très content de pouvoir travailler avec Samir et David Deloge. Et par rapport au défi, le gros défi pour moi, au soccer d'automne, c'est la récupération. Parce qu'on n'a pas le temps de faire du conditionnement physique, vu qu'il y a 2 matchs par semaine, plus 3 entraînements. Donc, c'est de garder les athlètes en forme. La grosse préoccupation, c'est vraiment faire récupérer les joueurs pour qu'ils soient prêts pour le prochain match. Excellent, c'est bien. Et est-ce que tu sens que, humainement parlant, puis en tant qu'éducateur, en tant que préparateur physique, tu apprends à tous les jours? Est-ce que ça fait une différence le fait que tu changes de niveau, tu upgrades comme on dit, donc tu montes d'échelon? Est-ce que tu sens que tu avances dans ta vie de préparateur physique en ayant de nouveaux challenges? Ou bien tu te dis, OK, ce que j'ai appris à 5 ans, je suis toujours au même point? Non, là, je t'avoue que j'arrête jamais d'étudier. Là, quand je parle des études, c'est vraiment lire des articles scientifiques à chaque semaine, aller chercher des trucs intéressants sur Internet, toujours avec un lien avec la science et avec le travail que je fais aussi. Donc, ça, on peut jamais penser qu'on a la science infuse, puis on connaît tout. C'est ça. Oui, c'est ça. En fait, on ne peut jamais penser qu'on détient la vérité. Et tout ce qu'on fait, c'est bon. Et que toutes les autres choses sont pas bons. Donc, moi, comme je t'avais dit, j'arrête jamais d'étudier, j'arrête jamais d'aller chercher des trucs intéressants pour pouvoir mieux développer et pouvoir amener aussi des trucs intéressants aux athlètes. Okay, excellent. Pablo, moi, j'aimerais bien maintenant, donc on a parlé, on a passé par ton cheminement comme éducateur, comme entraîneur, comme préparateur physique. Honnêtement, je regarde un peu le foot, je regarde le soccer les dernières années, le très haut niveau, puis ça va plus vite, les joueurs sont plus forts, ils sont plus costauds, ils sortent plus haut. Donc, un des éléments, peut-être l'élément qui a le plus évolué dans le jeu, est bien la préparation physique. Donc, toi, comment tu vois la préparation physique déjà d'une équipe? Comment tu vois la préparation physique d'un athlète pour bien préparer une saison, un championnat, une saison d'automne, peu importe, d'hiver? Parle-nous un peu de comment toi tu vois cet aspect, cet élément qui n'arrête pas honnêtement d'évoluer d'année en année, parce que c'est de la science, donc c'est des chiffres, c'est des tests, donc il y a des chercheurs qui travaillent en tout temps pour justement essayer de trouver des nouvelles façons de faire. Parle-nous un peu de comment tu vois ça, comment les choses ont évolué, et donc parle-nous un peu de ça pour aller dans le vif du sujet, Pablo. Bien sûr. C'est sûr que l'intensité des jeux aujourd'hui, c'est beaucoup plus élevé qu'avant.
Donc, on voit des joueurs qui font beaucoup plus des sprints sur le terrain qu'avant. On parle des joueurs qui font beaucoup plus de distances parcourues qu'avant. Beaucoup plus d'accélération, freinage et tout ça. C'est un travail de force spécifique très exigeant pour les joueurs. Et s'ils ne sont pas bien préparés, à un moment donné, ils vont se blesser, ils ne vont pas être capables de tenir longtemps, exactement. Et ma façon de travailler, c'est que indépendant du... J'ai oublié. Tu cherches le terme en français, Pablo? C'est ça. C'est quoi, à peu près? Indépendant de la forme physique, non? Oui, de la forme physique, où les joueurs se trouvent, en fait, indépendant où le joueur se trouve. Là, il y a évidemment des étapes à suivre. Sinon, on ne peut pas sauter les étapes, sinon il n'y aura pas de progression. Au contraire, il y aura des blessures ou d'autres choses. Donc... OK. Est-ce que dans l'aspect physique, on parle beaucoup de proprioception, d'agilité, de coordination et tout. Est-ce que la préparation physique d'un athlète, à travers les âges, est-ce qu'elle se fait de la même façon? Est-ce que quand on a des jeunes en développement à 9, 10, 11 ans, ça serait quoi les priorités un peu? 12, 13, 14 ans, c'est quoi les priorités? C'est aussi son formation, post-formation, en pré-formation. Donc, c'est quoi les grands stades un peu de développement? Je parle par rapport à la préparation physique, là. Donc, sur quoi tu mettrais l'emphase sur un jeune de 9-10 ans? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune de cet âge-là versus un jeune de 12, 13, 14 ans qui nous écoute? Tu dirais quoi? Sur quoi on doit travailler pour être pris dans une saison? Tout ce qui est en bas des 13-12 ans, la préoccupation, c'est les habiletés de coordination et non les capacités physiques. OK. Donc ça, parce que avoir une bonne coordination motrice, ça va te permettre de bien performer plus tard, d'apprendre d'autres techniques plus tard dans la vie. Donc, comme par exemple, technique des passes, prise des balles, etc. Donc, si on ne fait pas ce travail-là de coordination jusqu'à l'âge des 12, même 13 ans, les gains plus tard, ça va être difficile. À partir de 13 ans, là, tu peux commencer à explorer un petit peu les capacités physiques. À travers des jeux, etc. Exactement, à travers des jeux. Surtout ici, qu'on a 2 ou peut-être 3 séances par semaine. Si on enlève les ballons, à quel moment ils vont améliorer ça? Ils vont améliorer tout ce qui est de côté technique, tactique. On peut faire de la préparation physique avec ballon, évidemment. Ce qu'on appelle préparation physique intégrée. OK, excellent. Et donc, plus on avance dans l'âge, plus on va parler de préparation physique proprement dite, en mettant l'accent plus sur capacité, endurance, force, etc. Exactement. Vitesse. Puissance aussi. Il faut que ça soit fait. Excellent. Pour aller dans le même sens, et donc on a parlé de coordination tout à l'heure, pour les jeunes, plus jeunes en âge. C'est quoi ton idée, ton avis un peu sur les programmes, exemple des programmes de concentration de soccer ou de sport-études qui font un peu dans le multisport, qui introduisent dans leur programme d'autres jeux, le volleyball, handball, même si leur sport phare est le soccer, puisqu'on parle c'est une émission consacrée au soccer. Donc, t'en penses quoi, toi, d'intégrer d'autres sports collectifs ou individuels, justement pour développer le jeune dans cet aspect-là physique?
Ouais, comme je t'avais dit, je trouve ça fantastique parce que ça va leur permettre de développer d'autres habiletés, surtout à l'âge de 13, 12 ans. Il faut dissocier. Il faut faire du travail avec ballon, mais il faut utiliser les mains. Il faut travailler l'équilibre. C'est une chose qui devrait être obligatoire, on dirait. Par exemple, quand je suis allé en France, faire un stage au Girondins, à Bordeaux, ils avaient un terrain de basketball qu'une fois par semaine, le préparateur physique amenait tous les groupes pour jouer au basketball, justement pour dissocier et pour faire ce travail-là de coordination, parce que plus tard, c'est payant. Ben exactement. Donc, tu es favorable à ça? Oui, je suis tout à fait favorable. Exact. Donc là, comme le dernier mot que tu as cité, coordination, donc je vais rebondir sur quelque chose qui a surpris plus d'un, moi le premier. Et on va aller dans un autre secteur. Et là, notre ami et notre prochain invité, Jean-Michel Collin, il va être fâché parce que tu embarques dans son créneau et tu le concurrencies dans l'écriture. Donc honnêtement, j'étais surpris, mais honnêtement très content. Puis je suis vraiment content pour toi. Quand j'ai su l'arrivée de ton premier livre, qui s'intitule Agilité au soccer. Donc, parle-nous un peu comment l'idée est venue. Après, tu nous parleras des objectifs de ce livre-là, même si moi je le sais, mais pour nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Donc, parle-nous un peu comment l'idée est venue, depuis combien de temps. Est-ce que c'est le seul que tu as mis, que tu vas mettre sur le marché, ou bien tu penses à une série à ce moment-là? On va réserver, laisser de côté une petite bourse pour se payer les ouvrages de notre ami Pablo. Mais en fait, ça fait 1 an que je travaillais sur ce livre-là. Et pourquoi l'agilité? Parce que j'avais remarqué que le travail que les coachs faisaient sur le terrain, par rapport à l'agilité, ça se concentrait surtout sur les aspects physiques et techniques. Le travail des changements de direction, le travail des placements des pieds ou footwork. Et le côté cognitif de l'agilité était un peu négligé. Ouais. Peut-être pour manque de connaissances ou je sais pas. Donc là, j'ai décidé de rechercher un peu et de proposer quelque chose au coach. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, exactement, et quelque chose de pas compliqué. Parce que il y a des choses déjà que les coachs font sur le terrain. C'est ça, sans savoir qu'ils le Sans font. se rendre compte que l'agilité est là-dedans. Comme par exemple, tout ce qui est duel, 1 contre 1, 2 contre 2, 2 contre 1. Il y a des actions d'agilité. Là, je parle de la vraie agilité. Parce qu'il y a du côté imprévisibilité. Il y a du côté prise des décisions aussi. Donc, tout ça, c'est important pour le travail d'agilité. Je ne veux pas dire qu'on doit oublier tout ce qui est physique et technique. Non. Mais il faut combiner les 3 aspects. Technique, physique et cognitif. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai vu que tu as parlé de cognition. Exactement. Excellent. Donc, donc ça, c'est comme le livre, il va un peu structurer déjà les idées que certains éducateurs ont, mais que peut-être ils ne savent pas qu'ils le font déjà. Donc, en lisant ton livre, ils vont se dire, OK, finalement, je le faisais, mais je ne le savais pas. Donc, ça va les outiller, ça va les encadrer un peu dans leur travail au quotidien. Et donc, ça, c'est... Donc, l'idée est venue comme ça. Donc, c'était... puis après, je connais ton côté humain, Pablo. Donc, les recettes des ventes seront versées à... Je te laisse... Oui, bien sûr. En fait, je vais revenir un peu. Ouais. Moi, j'ai grandi dans une famille de classe moyenne au Brésil, mais heureusement, grâce à mes parents.
parce que mon père, il n'a pas eu la chance, cette chance-là que j'ai eue. Parce qu'à l'âge de 15 ans, mon père, il était encore analphabète. Okay. Donc, c'est là qu'il a décidé d'aller aux études parce que ses parents, c'était des agriculteurs. Il dépendait de la pluie pour pouvoir manger quelque chose. C'était vraiment une famille pauvre et en difficulté. Et mon père, il a vu que la seule façon de s'en sortir, c'était aller à l'école. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé. Donc, à l'âge de 15 ans, imagine-toi dans une classe d'alphabétisation. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais bref, juste pour résumer, il est rendu à la présidence d'une caisse populaire. Il a fini ses études en économie. Aujourd'hui, il a pris la retraite. Donc, mais il n'a jamais oublié ses racines. Il ne faut jamais oublier d'où on vient. Exactement. La volonté d'aider ceux qui en ont besoin, la compassion, les respects. Et toutes ces valeurs-là ont été transmises à ses enfants. Donc, c'est pour ça que depuis les débuts, quand j'ai décidé d'écrire ce livre-là, tu as toujours eu l'idée de exactement. Ton père qui revenait. Je veux toucher à rien. 100% des profits seront donnés à la banque alimentaire. Ça a été... La première idée, ça a été ça. Et parce que quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que 35% des bénéficiaires qui vont à la banque alimentaire, mais qui dépendent de la banque alimentaire, sont des enfants. Donc, ceux qui ont des enfants à la maison savent que c'est délicat. C'est difficile. C'est délicat. C'est très... Donc, c'est ça. Et je veux pas... je continue. Je veux pas... Mon intention, c'est pas d'arrêter là. Là, exact. Exactement. Moi, donc, je pense à... Jean-Michel t'a averti. Il va nous sortir de livres rapidement. Lui, c'est un pro. Moi, non, c'est plutôt des livres techniques, juste pour contribuer au développement du soccer ici et en même temps aider ceux qui en ont besoin. Donc, excellent. J'ai d'autres idées, des livres. Est-ce que tu as commencé ou des idées? Pas encore. Parce que honnêtement, c'est des projets de fin de soirée, des fois fin de semaine. Donc, ça m'a pris 1 an pour écrire 70 pages. C'est long. Et en plus, français, c'est pas ma langue maternelle. Je sais. Donc, c'est difficile. J'ai besoin d'aide pour la correction des fautes de français. C'est l'intention qui compte. Exactement. Des fois, il faut changer même des mots pour que ça soit cohérent. Donc, je profite déjà pour remercier mon ami Jean-Philippe Rutabairo. C'est lui là. Salut au passage. Il m'a aidé beaucoup avec le français et avec les... Parce que lui, c'est un poète. OK. Il a écrit 2 livres déjà. C'est bien. Donc, il faut toujours comme demander de l'aide des personnes en qui on a confiance. OK, donc le projet, donc, d'un point de vue professionnel, Pablo, est-ce que tu as des défis à relever un peu dans les prochains mois, prochaines années, où tu te dis, OK, je suis bien où je suis. Est-ce que tu as des ambitions? Même si des fois on prend de l'âge, c'est sûr, on n'a plus 20 ans. Mais est-ce que tu as des ambitions un peu, ça peut être par rapport à l'écriture, ça peut être par rapport à un club pro, ça peut être par rapport à plein de challenges qui peuvent traverser ta tête. Est-ce que y a quelque chose qui traverse un peu ton esprit ces derniers temps, Pablo? S'il y a des secrets là-dedans, tu peux les garder pour toi, je comprends. Non, il n'y a pas de secret. C'est juste pour les gens qui nous écoutent, qui t'apprécient. Donc, comme tous les jeunes au Brésil. OK, t'es jeune. Pas encore. Mais comme tous les jeunes au Brésil, je voulais être un joueur pro.
En joueur professionnel. Mais tu nous as jamais montré ton talent. J'ai essayé, mais au Brésil, la concurrence est tellement élevée que je me suis dit, OK, on va aller aux études. Ouais. C'est mieux. Mais je vais rester dans les domaines. Donc, c'est comme ça que tout a commencé aussi. Et mon grand rêve, c'est de travailler dans une équipe pro. Okay. C'est ça ce que je cherche. Ça va être mon grand rêve. À Québec? Au Québec, Québec. On sait jamais. Hein? Okay. Parce que pour le moment, la priorité, c'est ma famille. Bien sûr. C'est ma famille. Donc, tu veux que tes enfants grandissent un peu. Exactement. Je vais être à côté pour aider mes enfants. Ça, pour le moment, c'est la priorité. Mais à un moment donné, quand ils vont partir, c'est sûr que je vais aller chercher. Je vais aller plus loin. Je veux aller plus loin, en fait. Okay. Donc tu as de l'ambition pour aller plus loin. Oui, c'est ça ce que je veux. Okay. Est-ce que ça t'arrive de faire des séances pour des joueurs pro, semi-pro qui te sollicitent dans des périodes mortes pour faire comme une série de séances pour rester en forme, mise en forme ou entretien d'une forme ou se préparer pour des challenges? Est-ce que ça arrive de prendre en charge des athlètes individuellement? Oui, ça m'arrive. Et comme par exemple JP Rutabairo, on a travaillé ensemble l'année passée. Il a quitté. Il est en Suède présentement. Jean Aniel, c'est un joueur du CF Montréal qui m'a contacté. On va faire un travail ensemble bientôt. Bien. Et des fois, il y a aussi des joueurs qui ont eu des blessures. Blessures et ont besoin des réadaptations, une réathlétisation, comme j'ai déjà fait avec 2 filles. Ça fait quelques années déjà. Okay. Mais oui, je te dirais que surtout la période de octobre jusqu'à décembre, c'est là que les joueurs viennent me voir. Okay. Est-ce que ça peut être un de tes projets aussi, peut-être de te lancer comme créer ta propre école? On ne sait jamais. Hein. OK, tu n'es pas encore rendu là. On ne sait jamais. J'ai déjà pensé à ça. Mais peut-être que j'ai pas eu du courage. OK. Peut-être qu'un jour... Ouais, c'est le courage qui manque, ça arrive, c'est normal. Est-ce que tu veux rester surtout et que pour le soccer ou tu as de l'ouverture, peut-être que toucher à d'autres sports, le handball qui ressemble beaucoup au soccer, basketball, est-ce que ça a traversé l'esprit un peu? Honnêtement, j'ai pas envie. Okay. J'ai tu veux rester pas vraiment assez de connaissances là-dedans. Okay. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présentement, c'est que pour le soccer. Que pour le soccer. Donc, peut-être qu'un jour, oui, je t'avais dit, on ne sait jamais. Hein. Bien sûr. J'ai des amis qui ont déjà dit, pourquoi tu ne fais pas quelque chose au hockey? Là, c'est un autre difficile. Domaine. C'est un autre domaine. Ça n'existait pas au Brésil, donc j'ai aucune connaissance là-dedans. Donc, je ne vais pas commencer en affaires. Même si, honnêtement, moi, je regarde des préparateurs physiques qui prennent en charge des joueurs de hockey l'été. Donc, tout se fait hors glace. Donc, tu sais, c'est de la proprioception, c'est de l'agilité, c'est travail de force. Donc, il y a beaucoup de similitudes entre le soccer et les autres sports, honnêtement. Donc, tu peux réfléchir, honnêtement, pourquoi pas, mais si tu penses que tu n'es pas à l'aise avec ça, même si en dehors de la glace ou tu es plus compétent, parce que c'est sûr que si on te demande de faire ça sur une glace, c'est complètement différent, donc c'est ça. Là. Pablo, je vais te poser une question, même si je n'aime pas trop poser des questions, je veux comme plus dans une discussion. Ça, si je te demandais, c'est quoi ta principale qualité et un défaut? J'en connais un, que je ne vais pas le dire ici. Là, c'est... T'as une araignée dans tes poches. Ça serait quoi une de tes qualités premières, une qualité première que...
Moi, je te dirais que tout ce qu'on fait avec passion, ça va bien marcher. Donc, je pense que une grande qualité, c'est cette passion que j'ai pour le soccer, les développements des jeunes. Mais c'est pas mal ça. Mais écoute, il y a aussi tout ce qui est les valeurs que mes parents t'ont inculqué. Exactement, comme le respect, la compassion. Ça, c'est des choses que j'ai des bases. C'est ça, qui sont ancrées en toi. Là. Exactement. Excellent. Et les défauts, je te laisse. Non, il faut qu'on reste sérieux, donc. Non, merci. Puis, si on se projette, on tourne un peu la page, puis comme tu es brésilien d'origine, même si j'en sais un peu, mais surtout pour nos auditrices et auditeurs, parlons un peu du soccer au Brésil. Comment les gens vivent là-bas du soccer? Je sais que c'est une religion, donc parlons un peu de ça, l'engouement, puis parlons un peu de la Seleção, que les 2 derniers matchs de qualification, ils ont perdu les 2 matchs, ce qui est quand même, j'ai plein d'amis brésiliens qui prennent ça comme une catastrophe nationale. Donc, vas-y Pablo, parlons un peu. Je veux profiter du fait qu'on ait un Brésilien avec nous aujourd'hui. Je parle un peu des gens ou des joueurs? Non, comment on respire foot là-bas, mais justement, parlons un peu du quotidien au Brésil, quand il y a un match, même si j'ai une idée, mais j'aimerais bien que ça vienne de toi. Bien sûr. Comme tu avais bien dit, le soccer chez nous, c'est une religion. Hein. Donc, même si c'est un match amical, on va regarder. C'est pris très au sérieux. Exactement. Donc, pour les coachs, une défaite, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de pression. Surtout quand on perd contre une équipe rivale, contre un rival, mais des fois, c'est contre une équipe qui n'est pas assez bonne, il n'y a pas assez de qualité. Okay. Et on ne joue pas bien, on perd le match. Donc, le côté pression, c'est juste pour faire un lien avec le hockey ici. Au soccer, là-bas, c'est beaucoup plus élevé. Ouais. Beaucoup plus élevé la pression. Juste pour te donner une idée, au niveau de la passion, lors de la Coupe du Monde, quand le Brésil joue, tous les commerces ferment leurs portes juste pour regarder le match. Donc, et justement, comment est-ce que toi, déjà à la Coupe du Monde du Brésil, tu étais là-bas ou ici? Non, j'étais déjà ici. Ok, mais comment les gens ont vécu le débâcle contre l'Allemagne en demi-finale 7-1, que c'est quand même historique pour un pays comme le Brésil? Prendre 7 buts en demi-finale, de surcroît, honnêtement, ça n'arrive pas à chaque Coupe du Monde. Comment toi, tu as vécu ça? Puis comment les Brésiliens à domicile, ils ont vécu ça, Pablo? C'est du jamais vu. Personne l'attendait. On avait tellement la confiance qu'on allait gagner que, écoute, je ne sais pas si le Brésil était tellement dépendant de Neymar et après sa blessure. C'est sûr que ça a eu un impact négatif, exactement, sur les joueurs. Mais 7-1, c'est pas normal. Hein. Ça a été très dur. Oui, très dur. Scolari, est-ce qu'il a vécu un peu difficilement un peu après cette défaite-là? Est-ce que ça a été dur pour lui? Est-ce qu'il reste lui au Brésil? Où il vit au Brésil? Présentement, il coach une équipe au Brésil. C'est le Atlético. OK. Il coach, Mineiro. Ils ont fini le championnat, ça a terminé hier. Ils ont fini 2e. Ouais, c'est bien. 2e ou 3e. Mais oui, c'est une très bonne équipe. Ouais. C'est une très bonne équipe. Et je te dirais qu'après la défaite, 7-1 contre l'Allemagne, après la Coupe du Monde, il a été mis comme de côté un peu. Mais après, c'est un coach qui mérite le respect quand même. Hein. Il a un des seuls... Moi, je connais 2 coachs qui ont déjà coaché en Europe. C'était Louis et Vanderlei Luxemburgo
elle a coaché le Real Madrid à un moment donné. Mais il faut quand même respecter... Mais qu'est-ce qui manque un peu à cette équipe du Brésil pour reconquérir le titre mondial? Parce que des fois, comme à la dernière Coupe du Monde au Qatar, on les sentait un peu trop sur deux. Et des fois, cet orgueil-là, les Brésiliens, ils l'ont trop. Et dans la façon de célébrer et tout. Mais après, ils ont pris une claque, honnêtement. Alors qu'est-ce qui manque à cette équipe brésilienne? Ouais, Elena, quand tu parles des célébrations, la façon de célébrer les buts, tout ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a d'autres qui disent « Ah, mais ça fait partie de notre culture, il faut danser, tout ça. » Mais je te dirais que peut-être que ça manquait un peu d'humilité à l'équipe. Tu comprends? Parce qu'on ne peut pas arriver dans une Coupe du Monde en pensant qu'on va battre tout le monde, en pensant que peu importe ce qu'on va faire sur le terrain, on va trouver une façon de gagner. Tu comprends? Et présentement, le Brésil, il y a un coach, mais entre guillemets, hein. On attend Ancelotti. On attend Ancelotti. C'est pas encore. Lui, il n'est pas là encore. Donc, c'est Fernando Diniz qui est en charge. C'est un coach de Fluminense. Qui est en charge. Il a une façon de. Il a une philosophie de jeu que ça ressemble beaucoup à la façon de Guardiola. Donc, c'est que de balle au pied, des passes courtes, de progression. Mais les résultats ne suivent pas. Et donc là, j'imagine qu'au Brésil, les gens vivent mal un peu, surtout se faire battre par l'Argentine à domicile, chose comme qu'il ne faut pas que ça se produise, honnêtement, parce que c'est les gros rivales. Hein. Exactement. Brésil, Uruguay, Argentine, ça, c'est des matchs à ne pas perdre. Puis si on reste toujours dans le championnat domestique, l'ancien club de l'emblématique feu Pelé qui nous a quittés il y a quelques temps, Santos, ça c'est le club à Pelé, hein, qui est relégué en seconde division. Exactement. Qu'est-ce qui se passe un peu, la furie des supporters de ce grand club, mythique? Ça a été catastrophique hier, parce que tous les partisans ils sont rentrés sur le terrain après les matchs. Même ce matin, ils sont allés au club. Demander des comptes. Exactement. Et vu que c'est une passion, la violence est là-dedans. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Il y a beaucoup de vandalisme. Ça a dépassé un peu les limites. Oui, c'est ça. Donc, c'est triste, mais avec tous les gros clubs du Brésil, dès qu'ils sont relégués, c'est toujours la même histoire. Moi, je prends pour Vasco da Gama. Ils ont été en deuxième division 4 fois déjà. Hier, une chance qu'ils ont gagné le match, parce que sinon, c'était le Vasco qui descendait. Qui descendait et non le Santos. Donc c'est bien de savoir ça un peu. On n'est pas un peu trop plugué championnat brésilien, qui reste quand même un championnat très, très passionnant, surtout à travers le public, les supporters qui assistent au match. Donc honnêtement, Pablo, on a vraiment fait un bon tour de ce que je voulais échanger avec toi, en toute amitié, bien sûr, comme toujours. Pablo, est-ce que une ou deux personnes dans ta vie que tu aimes beaucoup, que tu aimerais faire un coucou, ça serait qui, là? Ta famille, bien sûr, là, tes proches, là, ça peut être ton père, ça peut être ta femme, sans créer de jalousie envers quiconque, mais ça serait à qui tu penses qu'une personne est très, très importante à tes yeux au moment où on se parle? On va dire deux. Je commence déjà par ma famille, surtout ma femme qui a toujours été de mon côté pour m'appuyer dans tous mes projets. Donc, je sais qu'au début, l'immigration, ça a été très difficile pour elle, mais elle n'a pas lâché. Donc, c'est une femme incroyable et que j'apprécie beaucoup. Donc, mes enfants, évidemment, aussi.
Et il y a 2 personnes avec que j'ai beaucoup de gratitude ici dans la ville. Okay. C'est Carlos Garcia. Ouais, qu'on salue au passage honnêtement. Et Jean-Michel Collin. Okay. Ces 2-là, ils ont vraiment ouvert les portes pour moi ici. Donc c'est 2 personnes que j'ai beaucoup de gratitude et que j'apprécie beaucoup. Okay, c'est bien d'avoir justement de la reconnaissance envers des gens qui, surtout à nos débuts, nous on est venus il y a quelques années, donc on se rappelle toujours de ceux qui étaient là dans des moments difficiles. Quand on arrive, on ne connaît personne nécessairement. Puis il y a toujours des gens. Et moi, je me rappelle aussi de l'arrivée de Carlos. Quand Carlos est arrivé, il était à l'université, au BIS. Donc il était même stagiaire au sport-études. On l'a accueilli. Il parlait à peine le français. Donc je me rappelle comme aujourd'hui, honnêtement. Et un mot de la fin, Pablo, pour clôturer cette magnifique rencontre et podcast. Un mot de la fin, mon ami. Ah, bien sûr. Ben, je vais laisser un message pour les jeunes. Donc, même si vous avez un rêve de devenir un joueur pro un jour, ne lâchez jamais les études. Donc, parce que, d'après moi, c'est le plus important. Et c'est là que vous allez aller loin. OK? Et la deuxième chose... C'est ça. Je te laisse. C'est mon livre. Si jamais est-ce que les gens peuvent se le procurer? Oui, bien sûr. Ils sont déjà disponibles sur Amazon.ca, soit en format électronique, soit en format papier. Et n'oubliez pas que 100% des profits seront destinés à la banque alimentaire. Okay. Je n'ai pas besoin de cet argent-là pour vivre. Donc, c'est vraiment pour aider. Pour donner aux autres. Là. Exactement. Exactement. Pablo, honnêtement, comme à chaque fois qu'on se rencontre, c'est toujours un plaisir. D'échanger, de partager avec toi, de partager des moments très intéressants ensemble. Un gros merci d'avoir accepté encore une fois. C'est toujours le fun de te voir, d'échanger. Et ce qui met fin à notre podcast d'aujourd'hui, Tendance et Histoire. Merci beaucoup, Pablo. Peut-être qu'on va se revoir une autre fois où on va ramener peut-être Jean-Michel ensemble, puis parler d'anecdotes du passé, honnêtement. Pourquoi pas? Bien sûr. C'est ça, là. Donc, l'idée au début de base, c'était parler des gardiens de but, mais honnêtement, avec le temps, on s'est rendu compte que faire intervenir les gens qui sont autour du soccer, les acteurs importants, et tout ça, bien sûr, pour donner toujours un peu d'informations aux jeunes, surtout, pour qu'ils puissent aller de l'avant et s'épanouir. Donc, merci pour tout, Pablo. On se dit à très bientôt, mon ami, et on fera tout pour promouvoir le livre Agilité au soccer, qui est disponible en format papier, format électronique sur Amazon.ca. Merci, Pablo, puis on se dit à très bientôt, mon ami. Merci à toi, Nabil. Je suis Comment on dit en brésilien? Obrigado. Obrigado.